vais commencer l'enregistrement. Excusez-moi, tout ce que j'ai dit est parti en fumée. C'est comme un théâtre. Oui, mais t'inquiète pas, Stelina, tu verras, c'est normal. Je vous demande pas d'être au fait du logiciel, je vous demande de vous en servir pour découvrir des choses qu'il va nous livrer. Ah, t'inquiète pas. Donc, à part Cléa, je suis désolé Cléa de te mettre en vedette comme ça, tout le monde a réussi à utiliser, à installer Air Commander. Léa ou toi aussi. Ah bah oui, mais si te manque des paquets, tu les installes, Léa. J'ai oublié de le dire ça. Moi aussi, il me manquait des paquets, mais il dit, est-ce que vous voulez les installer? Vous cliquez sur oui. Ça dépend comment vous l'avez fait. Pour ceux qui ont du mal à installer parce qu'ils n'ont pas les droits d'écriture, vous pouvez choisir dans l'installation, non pas d'installer de façon standard sur le disque C Air Commander, là, le programme Air Commander, mais sur une bibliothèque personnelle. Ça vous est proposé. Alors, si il te manque des paquets Air Commander, faudrait que je vois. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux faire une séance. Ouais, réinstalle le package depuis le début. C'est une bonne idée. Ou redémarre. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux faire une séance Skype éventuellement avec ceux qui ont du mal à l'installer. Ça doit être 2-3 personnes. Hein, si je vois, il n'y a que Cléa et Léa, hein, c'est ça? Ah, ben là, R débloque. Et là, R débloque. Donc Léa, ça y est, t'as réussi. C'est très important que tout le monde l'ait en marche. Donc, Léa, c'est bon? Bon, Léa et Cléa qui avaient vous êtes les seuls à avoir des problèmes. On s'organise une petite séance Skype au plus vite. Hein. Je vous donnerai en privé mon, mon Skype. Ah cool, ah, cool. Merci papa. Donc en fait, on s'organisera éventuellement une petite séance Skype pour que vous, en écran partagé, vous me fassiez voir où est votre problème et je décanterai ce problème. D'accord? Comme c'est enregistré, merci. Comme c'est enregistré, vous pourrez revoir l'ensemble tranquillement. Vous avez vu que j'ai mis les autres cours dans l'onglet espace L2, L4. Hein, vous avez vu, l'enregistrement des vidéos est là. Hein. Donc, ah bah non, vous voyez rien puisque j'ai pas fait écran partagé. Oh là 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 là. Où ai-je la tête? Partager l'écran. Partager. Donc là, je disais que dans l'onglet espace L2, S4, vous avez tous les cours. Par contre, j'étais obligé de les mettre sur une chaîne YouTube privée. C'est-à-dire que là, en gros, il n'y a que vous qui connaissiez cette chaîne parce que j'ai plus d'espace dans mon serveur. Donc ça, c'est aussi un problème. On nous alloue que 10 gigas pour faire nos sites. Or, moi, ça me bouffe beaucoup plus que 100 gigas à montrer. Donc, vive YouTube. Heureusement que j'ai plusieurs chaînes. Donc, vous retrouverez effectivement, quand vous cliquez, tous les cours. Et là, ce soir, vous aurez les liens sur les autres cours. C'est-à-dire ceux d'aujourd'hui. Mais bon, moi, je préfère parler de séances que de cours, hein, d'ailleurs. Hein. Vous l'avez compris. Bon, vous avez vu qu'il y a un nouvel onglet, une nouvelle partie qui s'appelle séance 4. On va voir qu'est-ce qu'il contient, mais je reviens à ma démonstration, à ma séance, pour vous dire que on va continuer sur notre lancée. On va continuer sur notre lancée et on va, c'est quoi ça? Graph Data Science, c'est celui-ci. On va se souvenir que nous avions fait ce travail. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, vous le voyez tous, hein, j'espère. Hein. C'est-à-dire un travail. Pop, ça veut dire quoi? Pop, c'est non ou c'est oui? J'ai tellement peur que je parle dans le vide. Oui, c'est bon. Donc, ce travail nous a amené à la notion de graphique contextuel de data science parce que nous allons commencer, vous l'avez compris, une étude, une enquête sur
qui a trait à l'environnement et qui est notre fil conducteur et dans lequel nous allons être amenés à manipuler différentes informations de différentes sources, de différents types. D'accord? Nous avions installé dans ce graphique, et je vous avais dit qu'il fallait laisser de la place. De toute façon, je vous donne régulièrement l'avancée du graphique séance après séance. Eh bien, nous avions mis en place donc un contexte, ici d'une ville de 35 000 habitants, j'aurais pu prendre autre chose, hein, en bord de mer, avec un fleuve qui la borde, peut-être qu'il la sépare en deux, d'ailleurs, l'histoire ne le raconte pas, mais pour l'instant, la ville est d'un côté du fleuve, alors elle est du côté droit quand on va vers l'aval, et puis j'ai mis des étiquettes numérotées pour indiquer bien des éléments sur lesquels on va se reporter pour notre étude. Donc vous doutez bien que si on s'y reporte, c'est qu'il va y avoir sûrement des explications associées à chacune des étiquettes ou des détails. J'avais mis un titre à chacune des étiquettes, ici, santé population, parce que ce groupe de 2 mots suffit à comprendre qu'on va s'intéresser à la santé de la population qui habite la ville de 35 000 habitants. Et j'ai mis entre parenthèses et en rouge, code couleur, hein, vous allez voir que les couleurs sont importantes, hein, le nom du fichier que nous avons considéré. Ici, humanmorphology.csv. Nous avons discuté sur le contenu de ce fichier, son format. Maintenant, je veux que ça soit enregistré pour tout le monde. Le fichier CSV est un fichier universel avec séparateur point-virgule qui sépare donc les différentes composantes du fichier, à savoir les champs, ça s'appelle des champs, et chaque ligne concerne un individu, ça s'appelle un enregistrement. Vous vous souvenez de cette vieille machine avec ses bandes magnétiques qui tournait là pour stocker les données, qu'on appelait Unix, Univac, 1951, avec les 2 personnes mises en scène. Hein. Eh bien, ça vient de cette époque, la notion d'enregistrement. Chaque contenu d'un fichier était mis à la suite du contenu précédent dans une espèce de linéarité, et comme c'était enregistré dans des bandes magnétiques, on appelait ça l'élément de base d'enregistrement ou l'enregistrement, ce qui donne record en anglais, ça suit la même logique, et vous avez le champ, field en anglais, qui est le plus petit élément de mon fichier. Alors, je vais revenir sur ce fichier, bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai analysé. Nous avons commencé à faire une petite étude en utilisant RCommander pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Et vous l'avez compris, on n'en a pas tiré grand-chose parce que certains d'entre vous se sont dit déjà, en bons data scientists qu'ils étaient, qu'on pourrait peut-être s'intéresser à des éléments caractérisant la santé de la population en fonction de 2 facteurs. Et le facteur, vous voyez, ça intervient, le mot facteur, on va en entendre parler dans l'analyse multivariée. Eh bien, la proximité ou non du fleuve, comme source éventuelle de dégradation de la santé, ou la proximité éventuelle de la mer comme source éventuelle, au contraire, de bénéfices sur la santé. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes aspects. D'autres m'ont dit que, effectivement, le fleuve pouvait être pollué par les humains qui habitent cette ville, et vous commencez à voir les relations qui peuvent exister. Là, je pourrais très bien faire une flèche entre 1 et 2, chose que je ne vais pas me priver de faire à la prochaine version, hein, qui montre les relations qui peuvent exister déjà entre les 2 invités à ce schéma. L'invité 1 qui est la petite population humaine de 35 000 habitants, petite entre guillemets, hein, et puis la santé du fleuve. Peut-être que, comme certains l'ont suggéré, une usine pourrait être dessinée qui pourrait impacter sur la santé de la population. Soit dit au passage, dans certaines régions de France, j'ai vu des usines d'incinération d'ordures au bord de la mer. Si, j'ai même été choqué, j'ai fait demi-tour et je n'ai pas loué du tout dans cette zone-là. Je suis allé beaucoup plus loin. Et puis, effectivement, vous voyez qu'il y a des impacts positifs sur la santé, mais il y a aussi des impacts négatifs de la population humaine. C'est que tout ce qui va se déverser via le fleuve va se déverser dans la mer aussi, y compris peut-être certains égouts. C'est quand même à surveiller de près, et justement, il y a des recommandations maintenant qui vont pouvoir être faites pour améliorer la qualité des plages, de la mer, mais aussi de l'eau, et vous allez avoir peut-être à considérer ce qu'on appelle donc des témoins de la bonne santé
de nos rivières, de nos fleuves et de nos océans, à savoir des bioindicateurs. Ah ah, dès qu'on parle de bioindicateurs, il y a sûrement des stats qui se dessinent derrière, vous voyez? Donc le mot bioindicateur, tout le monde sait ce que c'est qu'un bioindicateur? Ou faut-il que je le rappelle en tant que biologiste? Là, je prends ma casquette de biologiste et d'environnementaliste. Bioindicateur. B-I-O-indicateur. Pour la santé d'une rivière, alors un bioindicateur, c'est un organisme vivant, hein, qui va témoigner de la dégradation ou de la bonne santé d'un écosystème, comme par exemple une rivière, une zone humide, une forêt. Et donc, si un bioindicateur disparaît, c'est qu'il y a un problème environnemental grave. S'il y a un bioindicateur qui réapparaît, ça veut dire que tout va bien. Je prends un bioindicateur que certains écologues connaissent bien, c'est l'écrevisse. Eh bien, l'écrevisse est très sensible à la population. Si vous le voyez apparaître au bord de vos rivières, c'est qu'il y a eu une sérieuse amélioration dans la santé de ces rivières. Ça vous va? Vous pouvez regarder aussi certains types de grenouilles ou de crapauds pour les zones humides, et puis les petits rongeurs, les plus gros mammifères aussi dans des régions qui y prêtent. Forcément, il faut une plus grosse surface. Donc, les bioindicateurs peuvent être aussi des plantes, certains champignons, des micro-organismes qui montrent qu'il y a soit une détérioration, soit une amélioration de la santé de l'écosystème que nous étudions. Du coup, dès qu'il y a un bioindicateur, vous voyez, il va y avoir sûrement des statistiques qui vont être réalisées, à savoir quant au nombre d'observations associées à ce bioindicateur ou le nombre d'apparitions de ce bioindicateur, mais également à des qualité sur ces bioindicateurs, comme on pourrait faire des prises de sang, où nous pourrions voir aussi si le bioindicateur a absorbé plus ou moins d'éléments mauvais, comme par exemple dans le cas d'une pollution, on va broyer les coques, les moules, les huîtres, et on va regarder un petit peu la concentration de polluants qu'elles ont intégrés. Ce sont des contributeurs à la dépollution, mais en contrepartie, forcément, en arrivant au bout de chaîne, les animaux qui vont les consommer, dont nous, vont en pâtir s'il y a une pollution. D'accord? Est-ce que ça vous va? Vous pouvez prendre la parole, hein, vous pouvez prendre le micro, hein, d'accord? Donc, ces bioindicateurs, on va sûrement travailler dessus, vous vous en doutez, vous voyez venir comme de façon évidente. Et puis, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à utiliser le fichier pour sortir un truc comme ça. Donc, je vais vous apprendre à faire ça. Pas mal, non? C'est-à-dire que vous allez avoir des graphes qui vont vous révéler quelque chose. Là, vous voyez, pour les plus curieux, qu'il y a une ordonnée qui s'appelle dia. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis, il y a trois... alors, n'oublie, je le dis pour la dernière fois, après c'est à vous de deviner, hein, qu'il y a une variable envir qui est donc qualitative, qui a trois modalités qui sont autres, fleuves et mers, et nous voyons apparaître trois box plots, trois boîtes à moustaches, trois boîtes de distribution qui nous permettent de voir comment se répartissent une certaine variable dia, hein, qui peut aller jusqu'à 100, là on voit, de 40 jusqu'à 100. Et vous voyez apparaître des points, ce ne sont pas les valeurs de la dia, ce sont les indicateurs des individus qui sont hors champ. Hein, vous avez 55, 77 et 20 qui s'éloignent trop de la distribution, on va dire, standard, on verra comment, et 48 également. Donc, ils pourront être considérés comme des points aberrants ou des outliers que nous pourrions, dans la mesure du raisonnable, écarter dans une étude ultérieure. Mais là, vous voyez qu'effectivement, mon logiciel m'a sorti des données à gauche qu'il faut que je sois capable d'interpréter. Et je vais vous apprendre à le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites go ou pas go? Ou vous avez peur? Vous avez la trouille, hein? Avouez. Je plaisante, bien sûr. Vous dites go, là, c'est bon? Let's go! Il y en a d'autres qui disent go ou ils dorment. Bon, c'est bien. Donc, go! C'est parti, on y va. Eh oui, mais là, les enfants. Merci. Cool. Ça me fait plaisir. Donc là, vous voyez qu'on va revêtre notre casquette de data scientist, hein, et
où ai-je mis mon PowerPoint? Voilà, de data scientist. Et donc, on va faire des stats, non pas en le méritant par une programmation ou une écriture manuscrite, manuelle, associée à la statistique de test. Non, on va lui demander de faire une analyse selon une composante qui paraît la plus logique. Est-ce que si je demande à quelqu'un de vraiment, vraiment costaud, et là, il y a allez, 0,5 points à donner avec un seul mot, est-ce que ce quelqu'un ou cette quelqu'une pourrait me dire s'il a reconnu le type d'analyse qui a été faite dans ce cas? Oh, je sais qu'il va y avoir des réponses. Là, je mise gros. Alors, en général, quand je fais ça, vous avez 60 secondes, pas une de plus. Niet. Oh, c'est autre chose l'analyse factorielle, Flavie. Niet, ça veut dire non, pardon, excusez-moi. Oh, on sent Yanis, voilà, Yanis et Maëva, vous avez un demi-point chacun. Donc, vous me le rappelez. Ça s'appelle des points flash. Vous avez vu, hein? Bravo, c'est une ANOVA. Alors, je vais rappeler pourquoi. Hein. Analyse of variance. Je vais, dès ce soir, vous donner une petite vidéo de 4 minutes à regarder sur la philosophie de l'ANOVA. Et je ne vous demande pas, mais merci Yanis, je ne vous demande pas de savoir la mathématique sous-jacente à une ANOVA, mais je vous demande à vous d'être plus malin que vos camarades qui ne font pas mon option et de vous dire oui, moi je sais que c'est une ANOVA qu'il faut faire dans ce cas-là, je vais cliquer au bon endroit dans le logiciel et je vais avoir le résultat. Pendant ce temps-là, les autres vont se dire c'est un test T ou un Qui2, je ne me souviens plus parce qu'ils ne connaissent que ça. D'accord? Donc vous voyez la différence d'approche par rapport à un cours de stats traditionnel. Moi, je vous mets la main dans la pâte, vous avez un schéma global et vous savez me dire si c'est une ANOVA ou une régression ou un Qui2 qu'il faut faire, ou pourquoi pas une analyse factorielle, on l'a vu passer hein, ce mot-là, mais là, j'ai que 24 heures pour faire passer le message, ça dépasse l'entendement. Moi, il faudrait que je vous suive sur une cinquantaine d'heures pour arriver à faire quelque chose comme je le sens. Alors pour l'instant, je me dessine vers 40 heures pour la licence 3 l'année prochaine. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je fais une vraie option data science qui ira plus loin que ça en L3. Si ça vous intéresse, vous me faites signe parce que le responsable de les licences pourrait peut-être être intéressé par le nombre de candidatures potentielles. Et l'idée, c'est que je fais comme je peux. Je ne pourrai pas vous analyser, vous faire une analyse factorielle facilement, mais je vous en parlerai, je vous ferai voir une illustration. Donc, on en était où? On en était que si on revient au diaporama, il faudrait peut-être que j'ai quand même dans le fichier une information qui me dise où habitent les gens. Hein. Et mon fichier, pour l'instant, il ne l'a pas. Alors, regardez, je vous ai tout préparé. Oui, quand même, il y a une mise en scène. C'est ça qui prend du temps aussi, hein, qui fait que dans la préparation, c'est énorme pour moi, parce qu'en fonction de l'avancée du travail, je propose des choses à la carte. Regardez, vous avez un fichier qui s'appelle humanmorphologyhabitat.csv que vous pouvez cliquer et télécharger chez vous dans l'espace L2S4. Je l'ai mis à jour, hein, d'accord? Donc, quand vous cliquez dessus, je rappelle que vous pouvez cliquer intelligemment en faisant clic droit, enregistrer le lien sous, ou alors si vous le faites ici, forcément, il va vous le mettre à gauche. Vous êtes obligé de faire ouvrir dans le dossier, hein, pour ceux qui ont Windows, et puis rechercher ce dossier, faire copier-coller. C'est pas malin. Vaut mieux faire comme moi, enregistrer sous. Ensuite, vous allez dans le bon répertoire. Donc ça, moi, je vais le mettre dans la séance 4. Et puis voilà, j'ai humanhabitat.csv, je vais pouvoir l'enregistrer. Ok, moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Donc, je vous laisse le faire. Et pendant ce temps-là, moi, je vais ouvrir ce fichier. D'accord? Pour ouvrir ce fichier, je vais aller dans le bon répertoire, parce que là, je l'ai perdu. Dans le bon répertoire, je vais aller dans séance 4, et je vais afficher le fameux fichier. Alors, je clique dessus, vous voyez, c'est Human Morphology Habitat. J'y vais, je le clique pour que Excel me l'ouvre, d'accord? Vous voyez que si je l'avais ouvert, pour les plus curieux, par WordPad ou par bloc-notes, peu importe, j'aurais tout cet ensemble séparé par des points-virgules avec une nouvelle information qui est donc habitat et environnement. D'accord? Justement, regardons ça.
Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. J'attends que tous les téléchargements se fassent. Vous reconnaissez pendant ce temps-là toutes les colonnes que nous avons déjà un tout petit peu commentées. Vous voyez bien que dans un fichier, il eût été intéressant de mettre les unités associées, mais à ce moment-là, on perd la synthèse du fichier. Et donc, on voit bien que quand on télécharge un fichier, il va y avoir soit un header, un en-tête qui va spécifier ce que comporte le fichier, ou alors il sera accompagné d'un readme, hein, qui sera un fichier texte qui explique ce que contient le fichier. D'accord? Et justement, pensez à ça, c'est qu'il est toujours intéressant de faire en quelques lignes de commentaires ce que contient le fichier, les unités des différentes colonnes, le nombre d'individus. Et là, vous voyez au premier coup d'œil qu'il n'y a pas de données manquantes. Données manquantes, je le mets à droite, là, qui serait mise en non-available, NA. Par convention, vous pouvez mettre aussi N. A. Ça se voit, ça aussi. D'accord? Vous pouvez laisser la valeur blanche. Vous pouvez aussi, pour des chiffres, mettre quelque chose d'aberrant, genre 99 999. On sait que si on trouve ça, c'est une valeur manquante. D'accord? C'est-à-dire une valeur qui n'a pas été observée, enregistrée ou tout simplement mesurée, ce qui est un petit peu dommage. Bon, alors du coup, arrivent deux nouvelles colonnes, habitat et environnement. Habitat, vous voyez, c'est en gros, si je regarde bien, et ça, vous pouvez le faire très facilement, je vous rappelle, avec Excel, avec Données, le menu Données, et vous allez dans Filtrer. Vous voyez apparaître des flèches et vous vous servez de l'applicabilité database, hein, gestion de base de données, une petite base de données, de votre Excel. Donc là, je vais lui demander de sélectionner, on va dire, on voit qu'il y a trois modalités, grand ensemble, maison et petit immeuble. C'est même pas la peine de faire le tri, mais je pourrais faire trier de A à Z. Là, on voit qu'effectivement, quand on trie de A à Z, on voit bien les trois modalités. Mais R va nous servir, vous allez voir, pour faire ces statistiques beaucoup mieux, on va dire, et peut-être de façon plus évidente pour. Alors, pour revenir sur le tri précédent, ben, vous revenez sur l'identité. Vous triez sur l'identificateur. Oui, c'est d'une simplicité. Et la même chose, qu'est-ce que j'ai? J'ai autre, fleuve et mer. Hein, d'accord? Donc là, j'ai maison, petit immeuble ou grand ensemble. Vous avez compris l'esprit. Ça décrit dans quel type d'habitation les gens ont été considérés, vivent, on va dire. Et là, c'est dans quel environnement. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'il y a des maisons au bord de la mer et il y a des maisons qui sont au bord du fleuve, ou qui bordent le fleuve. Il y a des maisons qui sont dans autres, c'est-à-dire que autre, c'est tout ce qui n'est pas, dans ce cas-là, le fleuve ou la mer. Par exemple, au centre de la ville ou dans une banlieue qui ne contient ni le fleuve ni la proximité de la mer. Donc, on a ici trois modalités qui auraient pu être plus. Hein. Donc, ça nous renseigne sur le fait que dépassant deux modalités, si on veut se servir de cela en facteur, je réexpliquerai tout cela, on est bien sur la piste d'une ANOVA, Analyse of Variance. Et là, avec trois facteurs aussi sur une ANOVA. Donc ici, on a un premier facteur, ça s'appelle comme ça, qui est une variable nécessairement qualitative, qui s'appelle habitat, et un deuxième facteur d'étude qui s'appelle environnement et qui est symbolisé par envir. D'accord? Habitat et envir se sont invités dans mon fichier qui s'appelle maintenant humanmorphologyhabitat.csv comme élément complémentaire pour faire des statistiques multivariées. Alors là, ça vaut quand même le coup que je fasse une petite pause, hein, d'accord? Parce qu'on a vu pas mal de choses. Cette petite pause va nous demander un petit peu un retour des étudiants, c'est tout à fait normal, hein, quand on avance comme ça. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça vous convient? Vous voyez que j'emploie des mots qui peuvent être compréhensibles par tout le monde. Donc là, on est sur la piste d'une ANOVA, Analyse of Variance. Vous avez compris que je vais vous donner une petite vidéo de 4 minutes ce soir qui va vous expliquer tout ça. Et vous avez vu, c'est quelque chose que vos camarades ne verront jamais dans leurs études avant peut-être le master. À la belle affaire, d'accord? Vous savez, il y a certaines universités, dont Paris-Saclay, hein, qui commencent à changer, hein, qui organisent des concours en biologie au niveau licence, parce qu'on s'est aperçu qu'il ne faut pas attendre le niveau thèse pour avoir une graine de chercheur, une graine de curieux, ou une graine de personnes intéressées par les sciences. Donc moi je dis c'est à vos jeunes années qu'on doit apprendre le maximum de choses et d'une façon mais la plus détendue qui soit. Personne n'a peur d'une ANOVA,
puisqu'on va s'en servir, on va voir que ça nous renseigne sur pas mal de choses. Mais alors, il y a plein de profs qui se disent « Oh là 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 là, comment je vais introduire la mathématique sous-jacente? Comment je vais expliquer tout ça ?» Moi, je me suis posé la question, j'ai dit bah, « En 4 minutes, je vais expliquer à ma communauté YouTube ce que c'est qu'une ANOVA. » Quand je l'ai lancée, je ne pensais pas qu'elle ferait presque 100 000 vues, la vidéo. Hein. Ben maintenant, bon, ben, je me dis que j'avais sûrement le bon message, puisque ma communauté m'en donne un bon retour. Ça aussi, c'est des prises de risque, mais ça veut dire qu'on peut expliquer simplement en quelques minutes un domaine complexe comme l'ANOVA. Le but du jeu, c'est pas que vous compreniez la mathématique sous-jacente. Moi, j'adore la démontrer, j'adore tout ce qui est maths et tout, etc. Mais quoique, quand je dis j'adore, je sais le faire. Quand je mets ma casquette de mathématicien, je suis d'une rigueur absolument irréprochable. Mais c'est pas le but du jeu. C'est pas que vous sachiez comment vous exprimez le facteur f. C'est qu'est-ce que contient ce facteur f qui m'intéresse. La part de la variance expliquée par le modèle sur la part de la variance inexpliquée. Et ça, c'est génial. Plutôt la variance expliquée par le modèle sur la variance non expliquée par le modèle. La variance totale. Et donc ça, c'est génial parce que ça vous donne une idée du rapport de force dans une analyse bivariée. On essaye de voir l'impact d'un modèle, l'impact d'un facteur dans une ANOVA sur une variable nécessairement quantitative, vous l'avez bien compris. Donc si on fait une ANOVA là-dedans, eh bien forcément, on va pouvoir faire une ANOVA non pas sur le sexe et l'habitat, non pas entre l'environnement et l'habitat, non pas entre le sexe et l'environnement. Je crois que là, j'ai fait tous les cas. Ok. Mais entre l'influence de l'habitat, alors sur la taille, faites-moi rire, hein, d'accord? Sur le poids, faites-moi rire. Sur le pouls, peut-être, à la limite. Peut-être sur la concentration diastolique, mais sûrement peut-être sur l'IMC, le cholestérol, des choses comme ça, parce que bon, habiter dans un grand ensemble, c'est peut-être plus stressant que d'habiter dans une petite maison au bord de la mer, n'est-ce pas? Moi, ça serait mon rêve, mais j'aurais jamais les moyens. Donc, l'idée, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut faire une étude d'une variable quantitative dépendant d'un facteur qualitatif? C'est le but de l'ANOVA, d'accord? Est-ce que ça vous va, ça? Très bien. Si c'est non, vous me dites non hein, aussi. Alors l'idée, c'est quoi? Alors c'est toujours les mêmes qui répondent. Les autres, vous êtes où là? Coucou. Je commence à repérer. Hein. Il va y avoir des points classe restreints, on va dire. Coucou, ok, ça marche. Voilà, Maëva, c'est important. Donc les deux variables, c'est quoi? C'est une variable quantitative. Vous avez le choix. Hein. Ça. Dépend-elle d'une variable qualitative ou d'une autre? Dans ce cas-là, on étudie, par exemple, je prends la concentration de cholestérol, dépend-elle de l'habitat? On étudie l'influence du facteur qualitatif habitat sur la concentration de cholestérol. Dans ce cas, la variable dépendante sera le cholestérol, la concentration en cholestérol, et la variable indépendante ou facteur sera l'habitat qualitatif. Pour une ANOVA, c'est toujours une quanti qui dépend de la qualité. D'accord? J'ai entendu pop, donc je vais faire un tour dans le message. D'accord, ok, ça marche. Donc, ça, c'est très important de bien le fixer. Donc voilà, l'ANOVA, vous savez déjà ce que c'est. Ça répond à une problématique. Est-ce qu'une quanti peut s'expliquer par une quali? Et vous savez que ça s'appelle un facteur. Alors vous allez me dire, on les traite indépendamment? Oui, on peut les traiter indépendamment, comme on peut marier l'analyse à deux facteurs. Est-ce que la concentration de cholestérol ne dépendrait-elle pas des deux facteurs cette fois-ci? De façon indépendante ou combinée. Donc il y a plusieurs façons d'effectuer l'influence des facteurs, soit ce qu'on appelle les effets principaux, c'est-à-dire chaque facteur indépendamment, sont étudiés, et ce qu'on appelle, malheureusement ça s'appelle effet simple, je suis désolé, c'est pas moi qui suis l'inventeur de ce mot, hein, c'est-à-dire l'interaction entre les deux facteurs. Le fait que quand on est petit immeuble et mer, ce ne sera pas la même chose que quand on est petit immeuble et autre, d'accord? Et dans ce cas-là, on est dans une ANOVA à deux facteurs qui expliquerait la variable cholestérol, c'est-à-dire la variabilité de cholestérol.
On essaye d'illustrer ça par l'utilisation du fichier dans un cadre, on va dire, plus analytique. Ça vous va? On y va? Bon, bah vous êtes prêts à en découdre. Hein. Là, vous gagnez du galon, vous ne vous rendez pas compte. C'est un rythme lent, mais on apprend beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, je fais exprès d'avoir le rythme lent. Par contre, si vous voyez que c'est trop lent, vous me le dites et j'accélère. Est-ce que c'est trop lent? Pas de réponse. Non, c'est bon, ok. Pas trop rapide, on ne sait jamais. Je préfère faire un sondage. Non, c'est bien. Ok, ben, on y va. Très bien. Tout va bien. Alors, on y va. Vous savez que pour ça. Alors, Maëva, tu me poses la question, pour une ANOVA, il faut au minimum 3 séries de mesures. Non, 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 il faut une série de mesures et 2 variables. Une variable quantitative et je trouve juste un tout petit peu lent au début, perso. Oui, je pense que tu as raison. Tu as raison, Lorna, il va falloir faire un effort sur les débuts de cours, hein, d'accord? Mais c'est parce que je ne sais pas comment le commencer, tellement il y a de choses à faire. Mais je suis un peu d'accord avec toi, Lorna. Hein. Donc, tu me donneras un kick aux fesses quand je serai trop lent, ok? Donc là, eh ben, je répète, hein, il faut une série de mesures. Donc les mesures, elles sont là. Ça, c'est pas des mesures, hein, c'est un fait. Et puis une variable qualitative, donc, qui va être le complément de ces mesures. Dans quelles conditions ces mesures sont-elles complétées? Ici, ça, c'est des mesures brutes, on va dire. Et puis on sait que, par exemple, pour l'individu 1, qui est de sexe masculin, eh bien, on est sur un habitat petit immeuble. Alors là, on pourrait voir aussi si les hommes et les femmes se comportent de la même façon face au stress d'avoir des voisins, par exemple, d'accord? Ou d'être dans une maison individuelle. Alors, puis on va y venir tout doucement. Donc là, la série de mesures, elle est là, ou bien là, ou bien là, ou bien là, c'est une série, et vous avez complément d'information qualitative qui, on va dire, complète de façon un peu plus précise le contexte de cet enregistrement. Et là, vous avez aussi les hommes. Il y a 0,5 points à gagner sur la prochaine question que je vais poser. Oh là là, ils vont me ruiner, ils vont me ruiner. Si je m'intéresse à l'association possible entre l'information environnement et l'information sexe, ou l'information habitat, ou, j'ai bien dit, et l'information sexe, ou bien encore, j'y vais par couple de variables, les éventuelles relations qui pourraient exister entre l'habitat et l'environnement d'après nos données, je ferai quel type d'analyse, quel type de test? Là, je mets que 30 secondes. Top! Il y a trop de points de données là, donc je vais donner le point à tout le monde, vous me le rappellerez. Hein. Tous ceux qui m'ont répondu Qui2 ou X2, là ça marche. Hein. Vous avez raison, c'est un test du Qui2. Alors oui, on peut parler d'indépendance, mais indépendance, il y en a aussi dans d'autres tests, hein, Julie. Donc un Qui2 d'indépendance entre deux variables qui sont la variable sexe et la variable. Bon, bah, je te l'accorde, Julie, pour la première fois, je te l'accorde. Donc tu me rappelleras. Ouais. Donc je vous l'accorde, donc vous avez gagné un demi-point là, tous là. C'est une razzia là, moi je ne vais plus m'en sortir, hein. C'est une razzia. Hein. Donc effectivement, un Qui2, parce que vous avez reconnu une étude entre deux variables qualitatives pour voir les relations entre ces variables. Vous faites ce qu'on appelle un tableau de contingence, c'est pas et votre logiciel R le fait pour vous, hein, le tableau de contingence. On le fera, ce Qui2, évidemment, on le fera. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ANOVA sur lequel je voulais me focaliser. Ça marche? Yop, 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 ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit les étudiants? Il faudrait que j'ai le chat à côté. Alors, est-ce qu'on appelle ça un test non paramétrique? Oui, Yanis, parfait, c'est un test non paramétrique. Yanis, tu as un demi-point à gagner en plus si tu me dis pourquoi c'est non paramétrique.
Non, Mann-Whitney ne marche pas. Dans ce cas-là. Mais le Ki2 est un test non paramétrique. Pourquoi? En fait, c'est Visslar dans le cas du Ki2. Non, non, non. Ben parce que un paramètre statistique, je vous l'ai expliqué, c'est une moyenne, une variance, une fréquence exacte. Et donc là, dans ce cas-là, on a, dans le cas de l'indépendance, des choses très complexes mises en œuvre et on se base sur des effectifs observés. D'accord? Et ces effectifs calculés sont déduits des effectifs observés. Donc, on ne part pas de la connaissance a priori des paramètres exacts qualifiant la population. Donc, on classifie, on ne fait pas d'hypothèse sur la distribution, juste des effectifs. Ça dépend du Ki2 en fait, Yanis. Hein. Je parle du Ki2 en général, mais dans un Ki2 d'ajustement, ben, si on fait une hypothèse sur la distribution. Mais bon, ça, je ne vous demande pas de savoir ce que c'est qu'un Ki2 d'ajustement. Vous allez avoir dès ce soir un rappel sur le Ki2 d'homogénéité, le Ki2 d'indépendance. Hein. Je vais vous faire un lien sur ma vidéo sur le Ki2. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos à voir hein, ce soir. Celles-ci font partie de votre session aussi. Oui, vas-y Maëva. Oui, monsieur, en fait, c'est parce qu'il y a, pour le Ki2, je trouve qu'il y a plein de noms, ajustement, indépendance, adéquation. Oui, alors je rappelle parce que le Ki2, vous l'avez vu, Oui, effectivement. en fait, Alors, c'est pour savoir exactement lesquels. oui, je vais le faire, je vais le faire. Ok, merci. Ici, le Ki2 le plus simple, c'est un Ki2 de conformité. On essaie de voir si une distribution expérimentale est compatible avec des fréquences attendues dans la population pour chacune des modalités ou des classes qui sont étudiées. Je sais, ça peut paraître un petit peu du chinois ce que je raconte, mais donc on a là une hypothèse nulle qui est fondée sur des fréquences bien précises et bien qualifiées. Après, vous avez le Q2 d'ajustement à une loi de probabilité, où chacune des classes va comporter en fait deux effectifs observés, ceux qui sont effectivement, pas deux effectifs, pardon, ceux qui sont effectivement observés, eh bien, dans les limites, par exemple, vous voulez voir si vous avez un ajustement à la loi normale, vous allez saucissonner votre distribution en différentes classes correspondant à des intervalles de votre distribution, et puis vous allez les comparer en utilisant les propriétés de la loi normale avec la probabilité de chacun des intervalles. D'accord? Avec une loi normale qui sera soit avec ou sans les paramètres connus d'avance, donc on parle de degré de liberté dans ce cas-là, soit si les paramètres ne sont pas connus d'avance, vous avez effectivement un gain de degré de liberté, et quand ils sont connus d'avance, vous avez une perte de degré de liberté. Bon, ça, je reviens. Vous pouvez le faire aussi pour une binomiale, pour une loi de Poisson, etc. Et donc, ça, c'est le Ki2 d'ajustement. Et puis, vous avez le Ki2 d'indépendance, où vous allez rechercher, alors, avant de parler d'indépendance, il y a les relations, hein, c'est-à-dire homogénéité. Vous allez voir si les deux échantillons, les deux caractères présentent effectivement une certaine association possible, hein, c'est-à-dire sans relation de dépendance. Mais c'est un Ki2, on peut dire, d'indépendance qu'on fait tourner derrière quand même, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si l'une dépend de l'autre et l'autre dépend de l'une, si elles sont associées, on ne parle pas de corrélation. Et enfin, vous avez le Ki2 d'indépendance, où là on essaie de voir si une variable dépendante, par exemple l'habitat, est dépendant de la classe de revenus des gens, s'ils sont riches, pauvres ou middle class, d'accord? Donc là, vous allez avoir une variable indépendante qui est la classe de revenus des gens et l'habitat, maison, grand ensemble, petit immeuble, qui va être la variable à expliquer par la classe de revenus. On n'est pas sûr de tomber sur une relation de dépendance, hein, mais on y va, c'est l'indépendance. Donc là, on identifie clairement une indépendante et une dépendante, ce qui n'est pas toujours le cas si on a deux variables qui j'allais dire covarient, hein, qui sont associées, mais qui ne sont pas dans une relation de dépendance. Je ne sais pas si c'est clair tout ça. Donc du coup, comme nous n'avons pas, en règle générale, l'utilisation nécessaire d'un test, d'une variable paramétrique, d'un paramètre exact, nous parlons de tests non paramétriques. Adéquation et ajustement vont
être les mêmes. Oui, c'est la même chose, Maëva. Oui. Adéquation et ajustement, c'est la même. On parle d'ajustement à une loi de probabilité, mais on peut parler aussi d'adéquation. On parle de Qui2, de conformité à une distribution attendue. C'est pas tout à fait la même chose que l'ajustement à une loi de probabilité. C'est pas pareil. Donc alors, il y a deux grandes classes. Il y a la classe du Qui2 d'ajustement conformité, où vous avez effectivement, oui, j'en ferai une, vous me la redemanderez. Mais pourquoi vos profs, vous ne l'ont pas fait, ça? Le Qui2, c'est vu depuis la licence L1. Vous l'avez vu, ça, en stats, ça, non, le Qui2? Voilà, vous l'avez vu sûrement de façon excellente, parce que ça, au moins, ils savent l'expliquer, j'imagine. Voilà. Donc revoyez votre truc du Ki2 et effectivement j'ai prévu de faire une vidéo là pour ma communauté YouTube là, sur ce coup parce que c'est une généralité sur différents types de Ki2, mais j'ai commencé à écrire le texte, je pensais faire un truc de 3 minutes, j'en suis déjà à 6-7 minutes, donc ça dépasse le cahier des charges. Bon, alors vous voyez, ça c'est important, et donc je redisais qu'il y avait deux grandes classes de Ki2, conformité, ajustement ou effectivement adéquation, puisque vous allez avoir ici comme hypothèse nulle une distribution de référence et ajustement, et indépendance et homogénéité où vous allez avoir là au contraire deux distributions expérimentales qui ne sont pas qui sont associées à deux variables, donc vous allez confronter les deux variables l'une avec l'autre dans un tableau de contingence où là il n'y a pas de distribution théorique. Et par contre, on part de l'hypothèse, s'il y a indépendance, que les fréquences moyennes reflètent ce qui pourrait se passer en cas de non-différence. Voilà. J'ai essayé de faire court en essayant de parler le moins de mathématiques possible, pensant quand même que vous avez vu ça au premier semestre, voire même aussi en L1, voire en PACES pour ceux qui ont fait une PACES. Donc, ne perdons pas trop notre temps sur des détails. Simplement, vous avez repéré pour beaucoup d'entre vous que quand on implique deux variables qualitatives nominales, ça peut être aussi des ordinales, hein, puisque je vous ai parlé d'intervalle tout à l'heure, donc ou de classe, eh bien vous êtes dans la rubrique ou dans la famille de statistiques bivariées impliquant une analyse du Ki2. Vous avez d'autres analyses possibles, mais je vous en parlerai, qui sont rarissimes, ou des analyses que vous avez peut-être laissé passer de côté, qui sont le test de Fisher exact. Attention, ne confondez pas avec le test de Fisher F. Hein. Alors, le test de Fisher exact est le seul test exact qui nous donne la vraie p-value. Le Ki2 est une approximation, mais pour faire tourner un Ki2 avec un effectif important, vous avez besoin de très peu de temps de calcul d'un ordinateur. Pour faire un test de Fisher exact, vous regardez toutes les combinaisons possibles. Je ne vous dis pas au bout d'un certain effectif le temps que vous mettez pour avoir votre p-value. Donc votre p-value, la probabilité que vous obtenez à l'issue de votre test, alors le Fisher sera universel là-dedans, puisque c'est lui qui va aussi nous servir à interpréter le test, va être donc obtenu de façon approchée, mais une bonne approximation avec un Ki2, à condition de respecter, vous savez, les fameuses règles concernant les effectifs attendus, hein, les CI, pas les OI, hein, et puis une règle aussi sur l'effectif total. Okay, je vous rappellerai tout ça quand on fera un Ki2. Bon, ben voilà, on a parlé Ki2, on a parlé ANOVA, c'est enregistré, vous pourrez revoir tout ça. Bien sûr, il y aura peut-être des fiches, il y aura des vidéos aussi qui vous expliqueront tout ça. Et l'esprit, c'est de passer à la pratique. C'est beaucoup plus intéressant, une fois que j'ai dit ça, de passer à la pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez plus de théorie? Voulez-vous plus de théorie? Très bien. Allons à la pratique. Parce qu'il y a comme ça qu'on comprendra l'intérêt des choses, les éléments mis en exergue et qu'on va pouvoir travailler correctement. Donc je rappelle que nous allons ouvrir, alors on va enlever filtrer parce que ça ne sert plus à rien, nous allons ouvrir le fichier dans R commandeur, et nous allons travailler particulièrement, par exemple parce que celle-ci me paraît la plus
intéressante à étudier le cholestérol ou la concentration de cholestérol en fonction d'un des deux facteurs, voire même, pourquoi pas, en fonction du sexe. Hein, on a le droit de le faire. Mais là, nous, on est sur un schéma de data science. Il ne faut pas qu'on perde le fil de notre action. Donc, on va apprendre à faire ça sur notre action qui est ici. C'est-à-dire, est-ce que l'habitat ou est-ce que l'environnement, fleuve, mer, reste de la ville, va avoir un effet sur le taux de cholestérol? Ah, le débat est ouvert. Hein. Alors pour ça, on va y aller, on va utiliser notre logiciel R. Je rappelle qu'il faut double-cliquer sur R, clic. On arrive très vite à R, ça c'est pas le problème, hein, vous savez tous. Et plutôt que de dire ah Nova, etc. avec j'ouvre la parenthèse et vous allez voir tout ce qu'il y a derrière dans la parenthèse. Hein, eh ben, je vous fais grâce de ça. Vous avez mérité qu'on vous prenne pour des gens pragmatiques, c'est-à-dire qu'on va faire package, charger le package. On n'a plus besoin de l'installer une fois qu'il est installé, d'accord? Ne confondez pas l'installation avec le chargement. Revoyez ma vidéo pour les 2 personnes qui avaient un doute encore. Hein. Je me souviens plus, ce matin j'ai reçu encore un mail bizarre, ou ce midi. Donc chargez le package. Je vais charger le package. Je peux faire aussi library, le nom du package. Hein. Je vais donc charger le package R Commander. Alors moi, je regarde où je l'ai mis. Hein. Voilà, je ne me précipite pas. Et c'est bon. Il va mettre quelques secondes à m'afficher la fenêtre R Commander. Et une fois que j'ai ça, je peux l'agrandir, la laisser en taille plus ou moins grande. Et tout s'est bien passé. D'accord? Vous voyez bien qu'il l'a mis ici en vert. Tout s'est bien passé. Il a mis juste un avis. Oui, on verra pourquoi Single Document Interface est meilleur pour les graphiques. On n'y est pas encore. Donc là, par défaut, il me dit qu'il n'y a pas de données, hein, parce que moi, je n'ai pas enregistré les différentes sessions que j'ai faites pour l'instant. Je vais commencer à les enregistrer, d'ailleurs, aujourd'hui. Je n'ai pas à éditer, c'est-à-dire à modifier mon fichier. Donc, je sais que moi, c'est dans Données que je vais aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Outils, Options, et je vais mettre des polices assez fortes pour moi. Donc, je vais relancer le logiciel pour que vous ayez quand même quelque chose de lisible à l'écran. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, je relance le R Commander. Oui. Voilà, c'est un peu plus grand, un peu plus visible. Hein. Vous voyez mes trucs. Donc, ici, il y a la fenêtre de script. On va voir ce qu'elle fait. La fenêtre de sortie, on va voir ce qu'elle fait. On va voir ce que fait R Markdown. Vous voyez, d'accord? Donc, vous vous doutez bien que vous voyez qu'il a mis déjà un ensemble de librairies en branle hein, quand je lui ai ouvert R. Et donc, vous voyez que car peut manquer à certains. Ou alors, R Commander Miss peut manquer à certains. Ben, si jamais ça ne va pas manquer pour aujourd'hui, c'est des librairies qui vous sont nécessaires, ben, vous l'ouvrirez et puis voilà, quoi, vous les installerez. Bon, et puis, on avait déjà vu que quand j'aurai un fichier de données qui va être affiché et importé dans R, ici, il va y avoir le nom du fichier de données qu'il va falloir faire. Ici, éditer, c'est pour éditer le fichier de données, visualiser, c'est pour le visualiser, et ici, alors il y a une différence entre éditer et visualiser. Éditer, vous pouvez le modifier, visualiser, vous le regardez. Et là, quand on fera des modèles, par exemple, de type modèle linéaire, hein, c'est régression, on pourra choisir entre plusieurs modèles qu'on aura proposés. Pour l'instant, on n'y est pas. D'accord? Donc, hyper simple. Et vous voyez qu'on n'est pas comme dans RStudio avec 8 fenêtres qui sont ouvertes, plus la fenêtre de graphique. On a en gros une grosse fenêtre qui nous intéresse, c'est la sortie. Le reste, ce n'est que la traduction de ce qu'on va cliquer. Malheureusement, quand j'agrandis en caractère, les menus ne sont pas agrandis. J'en suis profondément désolé. Donc, j'espère que vous les voyez. Vous avez fichier qui va concerner seulement les fichiers de commande. Hein. Ne vous chagrinez pas, d'accord? Même ça, c'est des fichiers de commande. Et là, c'est pour les sorties. Alors, et là, c'est pour l'environnement. En gros, c'est pas du tout les données, fichiers, d'accord? Les données, c'est dans données. Édition, c'est copier, coupier, coller, copier, effacer. Hein, l'édition classique. Hein. Rechercher, annuler, effacer fenêtre, d'accord? On le fera, mais bon, c'est pas. Donc, données et statistiques et graphes vont être nos 3 premiers menus intéressants. Données, bah, pour charger les nouvelles données, c'est pas comme ça que je vais le faire, c'est importer des données, moi, dans un premier temps. Après, quand j'aurai des données internes dans le logiciel, je pourrai effectivement charger un jeu de données déjà importé. Hein.
Et puis ensuite, ben, je vais utiliser résumé, moyenne, table de contingence, c'est pour faire du Ki2, justement, vous voyez. Moyenne, je vais faire dans moyenne du test T, de la NOVA. Je vais aussi avoir des tests non paramétriques comme Wilcoxon, qui est donc l'autre nom, parce que les deux tests mènent au même résultat, que le test de Mann-Whitney. En fait, c'était le premier Wilcoxon. Ensuite, vous avez ici Kruskal-Wallis qui va être le pendant non paramétrique de l'ANOVA. Et puis ici, test de somme des rangs de Friedman qui va être une ANOVA à mesure répétée. Vous allez voir que l'ANOVA, c'est une famille de tests. Hein. Ce n'est pas qu'un seul test. Donc je vous le dis tout de suite, les tests non paramétriques concernent essentiellement les tests sur les moyennes, mais vous avez ici des possibilités de faire des tests sur les coefficients de corrélation. On verra comment avec les tests non paramétriques. Analyse multivariée, ben, on verra comment on peut faire effectivement les fameuses analyses factorielles ou de la classification. Hein. Alors les fameux Kamins, classification hiérarchique, qui sont les enfants chéris des data scientists, hein, mais qui sont moins utilisés par les statisticiens. Donc là, on arrive déjà dans la classe, on va dire, un écologue de bon niveau, ou un épidémiologiste d'assez bon niveau, ou alors un data scientist qui sait faire parler les données, qui va comparer les camines ou la classification hiérarchique avec un modèle proposé par Python, le fameux logiciel qui fait de l'intelligence artificielle ou plutôt du machine learning. Et puis ici, ajustement de modèle, c'est pour effectivement travailler essentiellement sur l'aspect régression, que ce soit la régression linéaire ou la régression logistique, qu'on appelle aussi le logit. Et donc tout ça, je vous apprendrai à le manipuler, vous inquiétez pas. Donc vous voyez quand même que vous allez avoir un niveau remarquable. Je pense que vous avez le niveau largement qu'on demande en M2 d'écologie, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est-à-dire le niveau le plus important pour des biologistes à l'Université Paris-Sud, sans exclure bien sûr le deuxième niveau, qui sera celui qu'on demande aussi pour des épidémiologistes. Alors là, c'est plutôt à Kremlin-Bicêtre que vous allez avoir cette formation. Donc voilà, vous voyez un petit peu que vous aventurez dans une aisance dans l'utilisation des logiciels, alors que moi, je ne vais pas vous demander de faire un test F sur de variance en vous demandant quel est l'estimateur sous-jacent ou un terme de Bartlett sur l'estimateur sous-jacent. Alors ça, c'est des tests de variance pour voir l'homocédasticité. Ça sera un grand mot pour nous, l'homocédasticité, pas un gros mot, qui donc est un prérequis pour savoir si on peut faire certains tests. Est-ce que dans nos échantillons, on a homogénéité des variances, d'accord? On le fera peut-être pour l'ANOVA d'ailleurs. Bon, bah, vous avez un petit peu fait un survol. Hein, donc, résumé, ben, c'est les statistiques descriptives. OK. Table de contingence, c'est pour faire du Ki2. Moyenne pour tous les tests associés en 2 échantillons indépendants ou n échantillons indépendants à un facteur, où là, vous voyez, il y a plusieurs facteurs, mesures répétées. On verra ce que c'est que les mesures répétées. Le test T apparié, ben, vous vous souvenez que c'est les séries appariées, hein, ne pas confondre un test indépendant. Et puis, les proportions existent aussi. Ça, c'est le pendant du Ki2 en loi Z. Je vous ai parlé des variances. Je vous ai parlé des tests non paramétriques. Je vous ai parlé d'une analyse multivariée. Tout ceci, évidemment, je peux vous l'enseigner. Hein. C'est peut-être pas forcément le lot de tous les profs de stats que vous avez sous les yeux hein, en ce moment. Je crois qu'il va falloir que je fasse un choix. Okay, dans les graphes, eh bien, on va voir, on a déjà vu comment on faisait un histogramme, mais on va le revoir. On va voir aussi comment on refait une boîte de dispersion. On va peut-être s'intéresser au graphe quantile aussi. Et puis, les modèles, j'en ai déjà parlé. Ça, je vous ai dit que c'était l'équivalent des tables que nous avons l'habitude de manipuler, mais simplement qu'ils nous calculent directement une probabilité ou il détermine un quantile à partir d'une probabilité. Et là, on charge des paquets. Bah oui, bah, une fois qu'un recommandeur est là, on n'a plus besoin de R pour charger des paquets différenciés, donc on ne va pas se gêner peut-être. Régler les options, bah, vous avez vu que je peux régler déjà l'apparence de ma fenêtre, etc., etc. Vous avez toujours une aide. Vous avez le site web de R Commander qui vous permet qui est très
qui est très bref, mais qui vous permet de savoir comment utiliser la fonction. Donc, vous avez une aide sur RCommander, une introduction, etc., etc. Jetez-y un œil, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. Édition, non. Fichier, non. Vous savez que vous vous attaquez par données. Données, importer des données, puisque le prof vous l'a dit. Et vous avez différents formats. Nous, on travaille sur un format qui est ouvrable par Excel, mais qui n'est pas Excel par essence. Je vous l'ai fait voir, c'est un fichier texte. Donc, on va faire depuis un fichier texte. Bon, vous savez, qu'il soit Excel, SPSS ou ce que vous voulez, hein, tout ça, c'est les formats des plus grands logiciels de stats qui existent, hein, ceux qui ont fait parler d'eux. Eh bien, ça ouvrira de la même façon, il ne faut pas rêver. Vous aurez peut-être une interface qui sera légèrement différente, vous le verrez ensemble, on le verra ensemble. Donc, on y va pour statistiques, données, pardon. Importer des données depuis un fichier texte. Là, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre qui apparaît. Une fenêtre qui apparaît et qui est une fenêtre de choix concernant les futures données qui vont être importées. Donc, les données vont être importées dans un tableau interne à R, d'accord? On ne va pas l'appeler dataset, même si c'est un dataset en anglais, un jeu de données. On va l'appeler santé. J'évite les accents parce qu'on est dans un monde anglo-saxon, d'accord? Donc, je mets santeux, je fais exprès de faire une faute d'orthographe, et là, on fait santé. Donc, habitant. Écrit en un ou deux mots-clés ce sur quoi je vais travailler. Je ne vais pas l'appeler Toto 1, Dataset 1, je ne vais pas y arriver, hein, d'accord? Et nous, quand je vous dirai, ah, vous vous souvenez, dans le jeu de santé d'habitant, ou santé habitat, on peut faire aussi, c'est-à-dire qu'on peut regarder la santé versus l'habitat, hein, ou l'environnement. Hein. On peut faire aussi santé environnement, hein, par exemple. Ça marche. Hein. Avec un T pour environnement. Voilà, ça parle peut-être plus que ce que j'avais proposé au départ. Bon, les noms de variables sont effectivement dans le fichier. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'elles apparaissent, les noms des variables, en première ligne. Donc, on va les récupérer comme des variables potentielles, c'est-à-dire celles qui vont porter toute l'information. Taille porte toute l'information de taille qui est derrière, y compris le potentiel qu'elle représente dans la population. Habitat prend toute l'information qui est associée à cette colonne, hein, d'accord. Et là, l'information est complète puisqu'on imagine que dans la population, il n'y a que 3 modalités, grand, ensemble, petit immeuble et maison. Alors que là, l'information est incomplète parce qu'on n'a peut-être pas toutes les tailles de la population réelle. Vous l'avez compris, je crois que je vous l'avais déjà demandé, qu'ici nous avons un échantillon de 80 individus qui sont censés représenter une population qu'on identifiera ensemble plus tard. Donc là, effectivement, les noms de variables sont dans le fichier, je clique. D'accord? Je clique, il faut que ça soit validé. Convertir les variables caractères en facteurs, oui, parce que je vais en avoir besoin, surtout pour une ANOVA. Indicateur de données manquantes, ben, si j'avais des données manquantes dans le fichier, je les avais appelées NA, ben, ça serait NA. Si je les avais appelées, je ne sais pas, moi, 999, j'aurais mis 999. Et si je laissais NA, de toute façon, il n'y en a pas. Alors, emplacement de fichier de données, système de fichier local, oui, parce que c'est bien dans le système de fichier local, vous traduisez ça dans votre disque dur que vous allez rechercher votre fichier de données. J'ai bien dit rechercher le fichier de données. Donc là, c'est la préparation des données dans le disque, dans le système, RCommander. Vous savez, RCommander travaille pour R, avec le noyau R, donc il prépare ça pour être assimilable dans le noyau R. Et puis le noyau R qui est sous-jacent, vous voyez, il est en sous-main derrière. Et puis derrière, effectivement, je vais lui mettre les informations sur son format. On a vu que c'était des semi-colonnes en anglais, c'est-à-dire des points-virgules qui séparaient les champs. Ensuite, on a vu que le séparateur décimal, parce que nous sommes des latins, c'était virgule. Bon, ben c'est tout, hein, vous le ferez systématiquement, une seconde après. OK? Donc là, ensuite, il me donne la main pour me dire où je vais chercher. Moi, je sais que je l'ai mis dans séance 4 et que c'est Human Morphology Habitat.csv. Voilà. Tout va bien, sinon il m'aurait engueulé. Hein. Vous ne voyez pas de choses terribles qui sont affichées. Et tout en bas, vous voyez que, je vais réduire un tout petit peu la fenêtre, voilà. Tout en bas, vous voyez que le jeu de données santé environnement, ah, on parle de jeu de données là, hein, c'est mes données, vous voyez qu'elles sont ici là.
Ça y est, les a créés dans le système interne. Je vais pouvoir les utiliser si je sauvegarde mon système à 80 lignes et 17 colonnes. C'est exactement ce que j'ai dans le fichier initial. Donc, de toute façon, ça, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai besoin pour faire un tour de temps en temps à vous expliquer les choses. Alors, ce fichier, je peux l'éditer, regardez. Hop, on retrouve effectivement ici. Je pourrais rajouter une valeur, je pourrais les modifier, tout, etc. À ce moment-là, si je ne veux pas modifier, je clique sur Annuler. Si je modifie, je clique sur OK. D'accord? Il a rajouté row name, c'est-à-dire le numéro de la ligne. Row name, il l'a rajouté. Bon, on pourrait très bien l'enlever, décider que ça fout le camp, hein, d'accord, et le supprimer. Bon, on le laisse. Ça ne mange pas de pain pour l'instant. On ne voit pas trop ce sur quoi il pourrait nous envoyer de négatif. Et là, vous voyez que j'ai retrouvé tout, y compris ma variable habitat et ma variable environnement. Du coup, je peux quitter l'édition parce que j'en ai pas besoin. Je peux le faire sous R. Tout. Vous avez vu au passage qu'il vous a transformé, puisque c'est un logiciel anglo-saxon, les virgules décimales en points décimales. Hein. Il a bien fait son job. Hein. Donc vous allez avoir ici l'affichage en points décimaux. OK ? Oui, j'abandonne les modifications puisque édition ne m'intéresse pas. Alors visualiser, je vous l'ai dit, c'est juste une visualisation hein, pour contrôle. Hein. Vous voyez, vous êtes à l'aise. Imaginez le nombre de trucs qu'il faudrait faire pour arriver à la même chose dans R. Hein. Ce n'est pas aussi évident que ça. Ensuite, eh ben, vous attaquez directement dans Statistiques et vous apprenez à faire un jeu de données actifs, un résumé pardon, sur le jeu de données actifs. D'accord ? Vous pouvez aussi essayer statistiques descriptives, où là, il va vous dire qu'est-ce que vous voulez comme statistique. D'accord ? Alors, ça, c'est plus malin, on verra pourquoi, parce qu'on va pouvoir travailler sur les groupes. Mais moi, je veux d'abord une statistique globale. Je suis un petit peu brut de décoffrage et je veux voir déjà sur le jeu de données actifs quel est le résumé. D'accord ? Ça, c'est autre chose. On verra comment on pourra les utiliser. OK ? Bien, alors, jeu de données actif. Il me dit, attention Coco, tu as 17 variables dans ton jeu de données, ça va faire beaucoup, hein. Tu veux continuer? Oui, 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 oui. Et donc, du coup, il me met un tableau classique que vous reconnaissez dans R. L'instruction est en rouge. Alors, oui, l'instruction qu'il a générée automatiquement. D'accord? OK. Donc, pour l'instant, il a fait 4 instructions hein, pour arriver à ça. OK. Et donc, cette instruction me permet, avec Summary, d'afficher effectivement un résumé de statistiques descriptives de tout ce que contient mon jeu de données santé-environnement. Et donc là, j'ai, par exemple, pour le sexe, 40 fois le label F et 40 fois le label H. J'ai donc un sexe ratio égal à 40 sur 40, c'est-à-dire exactement 1, c'est l'idéal. C'est un peu idéalisé. En âge, je vois que j'ai 12 de minimum, 73 au maximum, année, et que la médiane est à 32 ans. C'est-à-dire que j'ai autant de gens au-dessous qu'au-dessus de 32 ans, pour une moyenne à 34,35 si je fais l'ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a des âges un peu plus élevés dans la deuxième partie de la médiane que dans la... Il y a plus de gens, pardon, il y a plus de différence d'âge dans la deuxième partie que dans la première partie. Ensuite, il y a une légère faveur pour les tranches d'âge supérieures à la médiane. Ensuite, ici, pour la taille, la même chose, le poids, le tour de taille, le pouls, la pression systolique et la pression diastolique. Vous savez, si vous avez 13,7 par exemple, hein, systolique et diastolique. Alors, je vous l'ai dit, hein, là, il mesure ça en millimètres de mercure, donc 13, ça ferait 130, d'accord? Donc là, vous avez les premiers quartiles et les seconds quartiles et le troisième quartile qui sont concernés, le minimum, le maximum, la moyenne. Donc tout ça, c'est typiquement affichable avec un box plot. Et puis vous avez habitat, environnement. Allez, on y va. Statistiques. Graphe, pardon. Donc on va faire une boîte de dispersion. Et on va voir la différence entre travailler par groupe et travailler par la distribution totale. Je ne vais pas travailler par groupe et je vais faire la boîte de dispersion de tout l'ensemble. Alors rappelez-vous, hein, vous avez peut-être intérêt à regarder ce qui se passe derrière la fenêtre Air Commander hein, pour voir où est tombé votre graphique. Et là, j'ai la distribution, la boîte de distribution, où on voit qu'il y a un écart plus grand entre le maximum et le troisième quartile qu'entre le minimum et le premier quartile. C'est-à-dire que la dispersion ici est plus forte que la dispersion là.
Elle s'équilibre à peu près ici, mais ça nous renseigne déjà sur la piste d'une population hétérogène. D'accord? Là, vous reconnaissez des points qui sont jugés aberrants parce qu'ils ne rentrent pas dans l'intervalle de confiance qu'on peut construire sur cet ensemble. D'accord? Donc là, dans le graphe, s'il ne vous convient pas, eh ben vous pouvez le reprendre ici. Regardez, je reprends mon instruction, ok, et je peux la soumettre. Alors, regardez bien, je ne vais plus faire col. Hein, je vais essayer de faire mode de dispersion dia à la place dia. Alors, regardez, je remplace col par dia dans l'instruction. C'est pour vous dire que vous pouvez choisir de travailler à la carte. Hein. Je clique sur l'instruction et je fais soumettre. Et là, vous avez dia à la place de col. Magnifique, non? C'est-à-dire que vous pouvez faire aussi, je crois que c'est col égale blue, choisir de faire une nouvelle couleur. Je ne sais plus si c'est en minuscule ou en majuscule. Et donc là, il me dit, alors je vais le faire comme ça. Oui, parce que color égale blue, il ne va pas le faire pour le graphe, c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux choisir ah, voilà, je vais mettre un header par exemple. Main égale. Alors, ça c'est quoi? C'est pression diastolique. Hein. Donc, tension égale diastolique. Voilà. On va voir si ça marche. Alors, j'ai pas de bol avec mon graphe parce qu'il me prend pas en compte mon instruction, mais normalement il devrait. Hein. Parce qu'en boxplot, men me donne normalement le titre du graphique. Bon, peu importe. Je suis peut-être un petit peu trop gourmand là. Aucune sélection. Oui, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Je n'ai pas sélectionné toute l'instruction. Donc vous voyez, vous pouvez reprendre à la carte votre graphique et puis jouer soit avec comment dirais-je, soit avec l'instruction, soit tout simplement avec graphe, boîte de dispersion, dia, option, et là vous mettez un titre de graphique. Alors j'ai dit c'est quoi? C'est tension diastolique. Et j'applique. Je le mets ici. Donc, j'ai pas de bol avec mon boxplot parce que j'ai mis ce qu'il fallait. Et vous voyez, amen j'ai mis avec un majuscule, n'importe quoi. Regardez, je prends mon ancienne instruction et il me le met bien, d'accord? C'est parce que j'avais mis men avec une majuscule. Quelle andouille. Voilà, excusez-moi de m'appeler andouille, mais ça c'est mérité. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez soit reprendre l'instruction, voilà pourquoi ça s'appelle script. Hein. Script, c'est un scénario, et vous pouvez copier ça dans un fichier texte, copier, hein, d'accord, et puis on verra comment on pourra le resoumettre dans Coller. Mais ce n'est pas l'objet de la question aujourd'hui. Là, maintenant, on va apprendre à faire des graphes un peu plus malins. On va faire un graphe, boîte de dispersion, un peu plus malin. Et on va s'arrêter là parce que je vois que l'heure défile là. Donc, on va faire graphe par groupe pour dia. Et on va lui dire que je voudrais voir en fonction de l'environnement. D'accord? Donc, je vais sélectionner le groupe environnement. Je recommence. Je vais faire graphe, boîte de dispersion, dia pour la pression diastolique, graphe par groupe. Et là, je vais lui dire que je veux faire des box plots en fonction de l'environnement. OK? OK. Donc, vous voyez qu'il y a 3 box plots puisqu'il y a 3 modalités pour l'environnement, à savoir autre, fleuve et mer. Il a mis dans l'ordre alphabétique, hein, il n'était pas obligé. Et là, vous voyez que les dispersions ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, nous avons une grande diversité à l'intérieur de la boîte, hein, c'est-à-dire entre le premier et le troisième quartile. Je rappelle que
les quartiles, mais j'ai une vidéo qui l'explique. Hein. La médiane sépare la valeur qui sépare 50% de la distribution au-dessus de cette valeur et 50% en dessous. Hein. C'est soit une valeur prise, soit une valeur déterminée. Hein. Ensuite, vous avez le maximum ici, le minimum ici. Donc effectivement, avec leurs valeurs qui peuvent se projeter sur l'axe, mais les valeurs, on les a exactement quand on demande la statistique. Et ensuite, ici, vous avez ici l'espace interquartile entre le premier et le troisième quartile. Ici, vous avez 25% des données qui sont entre la médiane, qui est le deuxième quartile, et le premier quartile, 25% des données qui sont entre le minimum, oui, oui, et le premier quartile. Vous voyez pas, c'est ça? Parle. D'accord, les trois boîtes. Donc, vous savez, je leur affiche. Donc, je recommence. Donc, graphe, boîte de dispersion. Je choisis dans mon jeu de données actif la variable qui m'intéresse, la variable quantitative, et je sélectionne le groupe ou la variable de regroupement, c'est-à-dire la variable qualitative parmi les qualitatifs qui sont disponibles. Ici, j'ai dit environnement. OK. Et je clique sur OK. J'ai bien mon graphe qui s'affiche en trois parties. Donc, 25% entre le minimum et le premier quartile, 25% entre le premier quartile et la médiane, 25% entre la médiane qui est le deuxième quartile et le troisième quartile, et 25% entre le troisième quartile et le maximum. Bon, on expliquera qu'est-ce que sont ces points-là, c'est-à-dire que lui, il a exclu ces trois points pour déterminer le minimum et le maximum, y compris les quartiles et les médianes. Là, on voit qu'effectivement, il y a une dispersion, une différence moyenne des distances par rapport à la moyenne ou à la médiane qui est un peu plus importante ici que là. On va dire que c'est beaucoup plus disperse, et là aussi. Et là, c'est le niveau des médianes qu'on voit ici. On pourrait aussi afficher les box plots avec les moyennes, je vous apprendrai à le faire. Là, on voit en gros qu'on peut s'intéresser à des choses qui sont relativement homogènes. Toutes les boîtes se superposent ou se chevauchent, et la variance qui peut être une fonction de l'espace entre le premier quartile et le troisième quartile, c'est-à-dire que plus cet espace est important, plus la variance est importante, est, semble-t-il, plus importante ici que ici. Donc à voir s'il y a une homogénéité des variances qui est le prérequis pour faire un test ANOVA. Autrement, on voit que les données sont plus ou moins symétriques, ici, un petit peu moins ici. Donc, il y aurait toutes les chances que ceci suive plutôt une distribution normale dans la population de référence. Là, peut-être aussi. Là, c'est moins certain. Donc, on a un prérequis important de normalité des données qu'il faudra surveiller, mais dans un autre temps. D'accord? Eh ben, nous ferons le test ANOVA un peu plus tard, puisque c'est l'heure de la pause, hein, largement. Donc, je vous donne, comme d'habitude, une douzaine de minutes. Est-ce que tout va bien? Vous suivez? Est-ce que vous saviez faire ça avant? Donc, c'est pas mal, non? Vous apprenez des choses, hein? Voilà, quelques trucs, oui, effectivement. Donc, en fait, vous voyez, c'est des choses que vous pouvez imaginer. Alors, premier piège pour piéger un de vos profs, allez, c'est plutôt coquin que méchant, hein. Vous dites, monsieur ou madame, vous pourriez me rappeler très simplement en deux lignes comment on calcule l'efficacité du vaccin dont on entend parler là? Ça m'amuserait de voir combien ça va répondre à ce que vous savez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Stelina, il faut bien avoir un esprit diabolique de temps en temps, hein. Bah oui, RStudio, vous êtes noyé dans les fenêtres, c'est encore fait pour les geeks, RStudio, hein. Vous avez la notion de variable, modalité des variables qui sert à rien, les scripts, le résultat, les fiches, le truc de commande, vous êtes perdu. Vous avez aussi le registre mémoire, enfin bref, à quoi ça sert tout ce bordel? C'est pour ça que moi j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais leur faire RCommander, on va droit au but et on fait déjà des choses pas trop mal, hein, vous voyez. Alors par contre, vous avez vu, ça pardonne pas, hein, R, hein. C'est-à-dire que imaginez le nombre d'étudiants qui, comme moi, et moi je l'avoue, je fais des fautes, hein, parce que je ne connais pas R par cœur, hein, qui, comme moi, ont mis, qu'est-ce que j'ai mis comme connerie tout à l'heure, men avec une majuscule au lieu de minuscule,
il pardonne pas, il me le met pas, hein, d'accord, il me le met pas du tout. Hein. Donc là, regardez, on a quelque chose qu'on apprend, hein, c'est qu'on a généré dans ce deuxième graphe le boxplot de la quantité d'IA en fonction de la variable environnement. C'est ça que ça veut dire, en fonction de. Donc lui, il va ségrégationner en 3 groupes, puisqu'il y a 3 groupes, la boxplot, donc il va faire 3 box, 3 boîtes à moustaches, dans le jeu de données data qui s'appelle data santé environnement. Pardon, santé environnement. Ça, c'est un détail, et ça, c'est le titre du graphique que j'ai rajouté. D'accord? Et qui apparaît ici. Vous pouvez jouer sur les couleurs et tout, mais ce n'est pas l'objet. Alors, Air Commander n'est pas fortiche en couleur, il faudra tout refaire à la main. Il n'est pas fortiche pour la couleur. Mais ça, c'est un autre truc. Allons en pause, on l'a bien mérité. Dans 12 minutes, il va y avoir des jeux, des enquêtes. On a fait notre première ANOVA, donc on va pouvoir en discuter, mais on en rediscutera mardi prochain aussi, vous inquiétez pas, on ne laisse jamais tomber les anciennes informations et on va pouvoir compléter notre graphe et on va avancer un tout petit peu, on va pouvoir faire les premières flèches, les premiers jeux, les premières... On en a du boulot hein. Et vous allez découvrir un nouveau défi. C'est formidable tout ça. À bientôt. Je coupe le micro.